On va retrouver Solène Rioux dans un instant, qui se trouve à la base de Ratserim et qui va nous apporter davantage d'informations. C'est sur la base aérienne où vous vous trouvez, Solène, que les anciens otages vont bientôt arriver. Absolument, ils doivent arriver d'un instant à l'autre. L'armée vient de nous dire d'ici 5 à 10 minutes. Alors c'est une opération tout de même qui a pris pas mal de retard parce qu'ils étaient censés arriver un petit peu après 17h heure française. Mais en même temps, c'est une opération ultra secrète menée conjointement par Tsahal, par le Shin Bet. Ça a pris du temps, c'est normal. Alors ce qui va se passer ici lorsqu'ils vont arriver, c'est qu'il va y avoir des tests médicaux. Il y a déjà eu un premier bilan médical, vous savez, lorsqu'ils ont été pris en charge par le Comité international de la Croix-Rouge, un deuxième lorsqu'ils sont arrivés sur le sol israélien, mais là on parle de tests médicaux un petit peu plus poussés, entre une trentaine de minutes et 2 heures, qui vont déterminer notamment dans quels hôpitaux ils vont être envoyés. Ça va se faire aussi selon leur âge. Ce qui va se passer ici aussi, c'est qu'ils vont pouvoir donner un premier coup de fil à leur famille, donc ça va être un moment très important. Et ensuite, comment ils vont être transférés dans ces hôpitaux? Très simplement, soit par des ambulances, soit via des hélicoptères. Il y en a 4 à l'intérieur de chaque hélicoptère. Une équipe médicale avec notamment 2 médecins qui doivent suivre un protocole très précis, visage découvert, sourire, garder le contact visuel, tout cela pour ne surtout pas stresser. C'est désormais ex-otages qui ont subi l'enfer pendant près d'1 mois et demi. À savoir également que certaines des familles sont d'ores et déjà positionnées dans ces hôpitaux pour les accueillir lorsqu'ils arriveront. Merci Solène, merci à Gabriel Moré. Quelle va être longue d'ailleurs la soirée pour ces familles qui vont devoir encore patienter avec ces examens médicaux complémentaires. Mais Daniel Hagari nous a rassuré sur l'état de santé global de ces 13 otages. Il est plutôt bon, la soirée va être longue, il est 1 heure de plus, il est 20h43 en ce moment en Israël, et on imagine l'impatience que peuvent ressentir ces familles qui ont dû être dispersées dans différents hôpitaux avant l'arrivée de ces otages. Arlette Chabot nous a rejoint sur ce plateau parce que la France, le Quai d'Orsay, vient de réagir naturellement. Très heureux, on le redira après, il n'y a pas de Français pour l'instant qui a été libéré, mais le Quai d'Orsay est très heureux de la libération de ces 24 otages. Alors c'est assez sobre, c'est le Quai d'Orsay, la France salue la libération d'un premier groupe d'otages, se félicite effectivement que la trêve ait été respectée, et bien entendu, je précise encore une fois, c'est le Quai d'Orsay, c'est pas l'Élysée qui communique, c'est bien le Quai d'Orsay, et en rappelant évidemment que la France se concentre sur la libération de tous les otages, et notamment des compatriotes qui ne sont pas libérés. Vous parliez ce soir effectivement de l'attente ou des familles qui vont effectivement retrouver les otages qui ont été libérés, leurs proches, mais il y a aussi effectivement des otages qui ne sont pas libérés. Il y a les familles des otages qui ne sont pas libérés et qui n'ont aucune idée, j'ose dire, du moment où ils pourraient être libérés. Vont-ils faire partie effectivement de ceux qui vont pouvoir retrouver leur liberté dans les jours qui viennent ou pas? Donc du côté français, on insiste beaucoup. On sait que le président de la République a multiplié les appels téléphoniques au Qatar et notamment à l'émir du Qatar. Ce que rappelle effectivement le Quai d'Orsay, qui remercie aussi les États-Unis, le Qatar et l'Égypte pour toute la médiation. Mais en France, on est effectivement dans l'attente. Alors, on peut dire qu'on espère que parmi les 50, c'est-à-dire ceux qui retrouveront la liberté dans les jours qui viennent, on peut espérer du côté français que 4 otages, notamment, vous savez, les plus jeunes, les enfants âgés de 12 ans, un adolescent de 16 ans, pourront bénéficier de cet échange conclu entre le Hamas et Israël, mais on est extrêmement prudent. En tout cas, les discussions ont été effectivement très intenses pour obtenir, dans ce premier grand groupe, une sortie d'otages français. On rappelle qu'il y a 8 otages français avec la double nationalité franco-israélienne qui sont là-bas, et en effet la moitié sont jeunes. C'est intéressant, Pierre Servan, ce que vient de dire Arlette Chabot, c'est-à-dire côté occidental, il n'y a pas eu d'avancée. Joe Biden va s'exprimer dans quelques minutes. Il n'y a pas d'otages américains qui a été libéré, pas d'otages français, pas d'otages russes non plus. Dans le fond, les seuls qui ont réussi
obtenir quelque chose du Hamas, c'est l'Iran qui demandait à ce que des Thaïlandais, des Philippins soient libérés aujourd'hui. Oui, et c'est ce que disait Dominique Moisy très justement tout à l'heure, c'est le Sud global, on le ménage parce que stratégiquement ça nous convient, et puis on joue entre guillemets la carte humanitaire pour se refaire une virginité. Donc c'est le Quai d'Orsay qui communique, mais il faut souligner le fait que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a fait il y a très très peu de jours une tournée dans les pays de la région et notamment le Qatar, et à la fois pour expliquer un peu la position de la France et du président Macron, mais j'imagine bien aussi que cette question importante a été abordée. Donc espérons effectivement que dans les jours qui viennent, au-delà de tous ceux qui pourraient être libérés, effectivement, ce serait bien que les plus jeunes dont parlait Arlène Chabot, les plus jeunes otages français se trouvent effectivement dans le nombre. Rappelons qu'il reste 3 jours, puisque cette trêve a été négociée pour 4 jours. C'est de l'arithmétique très simple. Il devrait y avoir 50 otages libérés, donc c'est 13, plus 11 à la fin qui le seront. Le Hamas a le temps de poursuivre une forme de mise en scène, parce que bien sûr, c'est une forme de mise en scène aussi. Les Israéliens avaient dit que pour 10 otages libérés supplémentaires, il y aurait une journée de pause. Donc en fait, on parle de 4 jours en tout, mais ça peut être 5, ça peut être 6. Tout dépendra du processus. Et on peut gager d'ailleurs qu'il y a une pression très forte, notamment en Israël, pour que ces journées supplémentaires soient négociées, Catherine Gentil. En Israël, mais pas seulement. On peut penser justement aux Américains et à tous les pays qui ont des ressortissants. Et l'ONU, et l'OMS, etc. Otages, exactement. Parce que là, il y a une possibilité, ça a fonctionné aujourd'hui, si ça continue à fonctionner encore dans les jours qui viennent, rien ne garantit que si après la guerre reprend, il y aura une autre opportunité. Donc on imagine bien que ce soir, les Américains et tous ceux qui ont des liens plus particuliers avec Israël et donc une influence sur Israël vont demander sûrement à Benyamin Netanyahou de garder cette fenêtre ouverte le plus longtemps possible pour qu'ils puissent récupérer leurs ressortissants, ce qui veut dire aussi que c'est une arme supplémentaire dans les mains du Hamas, qui à ce moment-là peut décider de garder les otages, notamment américains, qui ont le plus de valeur d'une certaine manière, même si toutes les vies sont égales, mais d'un point de vue politique et diplomatique, pour la fin, en espérant avoir le plus de jours de trêve pour se réorganiser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que les Israéliens n'ont pas la liste encore ce soir. Parce que est-ce qu'il va y avoir des otages qui ont une double nationalité et une double nationalité occidentale, puisque c'est là-dessus évidemment que le Hamas peut faire pression. Donc ça va être la question des jours qui viennent, et de voir ce que les Américains et les alliés d'Israël vont faire. Est-ce qu'ils vont vraiment faire pression pour que ça dure le plus longtemps possible, ou est-ce que ce ne sera pas possible? Les otages sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Donc on peut reprendre cette formule. Ce qui me frappe quand même, c'est que les Israéliens qui ont été libérés sont des individus. Ils ont des prénoms. Ils ont un visage. Les Asiatiques, les 10 Thaïlandais et le Philippin, c'est un groupe. En fait, on ne s'est pas donné la peine de donner leur nom. On n'a pas individualisé leurs images. Je pense que ça viendra. Pour l'instant, oui, c'est ça. Mais le contraste entre les deux est quand même très significatif. Oui, et ce sont tous des kibbutzim. Ils viennent tous du même kibbutz, ce qui est intéressant. Laure Mandeville. Oui, moi, en fait, ce qui me frappe en prenant un petit peu de recul, c'est à quel point nous sommes vulnérables. En fait, précisément parce que nous avons une culture de la vie, comme le disait Dominique Moisy tout à l'heure, c'est que effectivement chaque individu est un monde, comme l'a dit le porte-parole de l'armée israélienne, et que les preneurs d'otages le savent très bien, alors que eux sont dans une toute autre culture. C'est une culture de la force, une culture de la violence, une culture de la mort, et si vous voulez, il y a une sorte de contraste entre d'un côté nous
qui sommes en train de regarder tous ces visages extrêmement émus et nous demander justement comment cet étalement en fait au compte-gouttes va être une sorte de torture collective pour tous les pays qui sont concernés et pour notre humanité en fait collective, et de l'autre côté une armée du Hamas qui dès le lendemain de cette attaque a posté en vidéo d'une manière triomphante, à exhiber des malheureux dans les rues de Gaza et étant applaudis et comment dire, ovationnés par la foule. Et donc c'est vrai que ça, c'est quand même, je crois que nous devons méditer sur ce contraste en fait entre deux cultures qui n'appartiennent pas effectivement au même espace, au même monde et à la même époque. Et le Hamas sait manier le faux espoir avec beaucoup de talent. Arlette Chabot, on se souvient que tous les grands chefs d'État ont cru que certains de leurs citoyens, ça a été le cas d'Emmanuel Macron quand il s'est rendu en Israël, ça a été le cas de Joe Biden, seraient libérés d'une façon imminente avant d'être déçus, et sans doute d'être à nouveau déçus aujourd'hui d'ailleurs. Oui, sans doute. Alors c'est vrai que c'est un choix politique évidemment du Hamas. Ils sont pas idiots de garder effectivement les otages binationaux occidentaux, parce que, comme disait Dominique, tout le monde la vie est égale, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est juste, et donc c'est sûrement évidemment une déception, mais je pense qu'ils étaient assez bien préparés à l'idée que les Occidentaux, les binationaux, ne sortiraient pas effectivement parmi les premiers. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense les Américains ils pensaient qu'ils auraient des... Les Américains peut-être. Joe Biden, les Français, en tout cas, ne pensaient pas qu'ils seraient parmi les premiers. Joe Biden semblait extrêmement confiant. Très Il va d'ailleurs s'exprimer d'ici quelques minutes, Joe Biden. On verra ce qu'il dit. Vous comprenez bien sûr que ces images en direct sont celles de la base aérienne de Hatzarim, l'endroit où les otages vont arriver d'ici quelques minutes, avant ensuite d'être répartis sur le territoire israélien. Le fait que Joe Biden s'exprime aussi vite après à la fois le Premier ministre israélien et puis Daniel Hagari, c'est quand même un signe aussi important. Dans le fond, il n'y a, je mets des guillemets, qu'un communiqué du Quai d'Orsay, tandis que là, c'est le président américain en personne qui prend la parole. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? On va entendre ce qu'il dit. Oui. Moi, je serais son conseiller communication, je n'aurais pas conseillé de parler tout de suite. Parce que tout est piégeux, entre guillemets, dans la situation. Je ne vois pas quelle marge il va pouvoir dire. Est-ce qu'il va il va saluer les libérations, c'est évident, etc. Mais il n'y a pas d'Américains. Quelles sont les perspectives ? Il n'y a pas les listes. Alors, est-ce que les services américains ont plus d'informations ? Mais il ne peut pas l'annoncer. Il ne peut pas dire demain il y aura 3 Américains, après-demain il y aura 4 Américains. Et puis après, quand on voit les propos du porte-parole israélien sur la suite, est-ce qu'il va déjà se positionner ? Est-ce qu'il va entendre Dominique Moïse en disant il faut que ça continue dans ce sens-là, parce que effectivement, ou est-ce qu'il va déjà donner un feu vert aux Israéliens ? Franchement, moi je lui aurais dit, Joe, attends la fin de la trêve, ou au moins dans quelques heures pour parler. Oui, mais alors, si je peux, poursuivre. Tu l'aurais conseillé différemment ? Non, je ne crois pas. Mais je pense que les conseils que Pierre Servan donne à Biden passent à côté d'un point essentiel, qui est la culture fondamentale de Biden, c'est-à-dire l'optimisme, l'internationalisme. Moi, j'étais à fond pour cette négociation, donc je la salue et je suis le premier à le faire. Mon cher Dominique, avec la crainte de Blinken et des autres, de le voir tout d'un coup lâcher les éléments de langage pour improviser. C'est ça le problème. C'est lui qui décide. Mais ça c'est sûr. Je pense qu'il prend un risque, parce que c'est vrai que si ça se passe mal pour les otages américains, alors là, ça sera grave pour lui. Mais je pense qu'il fait ça parce qu'ils sont au cœur de cette négociation. En fait, le Qatar et
les États-Unis au plus haut niveau. Il y a une cellule de négociation qui a été constituée autour de Biden avec Blinken, donc le secrétaire d'État, le chef de la CIA et le conseiller à la sécurité nationale, une équipe dédiée. Mais c'est une équipe dédiée très très haut niveau. Et donc, je pense que c'est une manière pour lui aussi de dire le processus que j'ai engagé est en train de porter des fruits. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un risque là-dedans, mais je pense que c'est ça qu'il veut mettre en avant. Quand on est conseiller d'une haute autorité, non, parce qu'il se trouve que j'ai été conseiller d'un ministre de la Défense, et il faut savoir distinguer justement ce que vous dites qui est parfaitement juste, du bon moment et du contexte. Parce que la communication, c'est pas simplement dire ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a fait, ce qui est formidable, c'est analyser le message qu'on va passer dans le contexte. Et je trouve que le contexte, on a passé 2 heures à le détailler avec, comment dirais-je, je pense, subtilité. On va attendre de voir ce qu'il dit, mais moi, je ne lui conseillerais pas de parler tout de suite. Catherine Gentil, elle a été correspondante à Washington, donc elle connaît bien aussi la mentalité américaine. Est-ce qu'il veut s'inscrire dans un moment universel, un moment de joie qu'il imagine planétaire, en tout cas pour le camp occidental? Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est une réussite, cette journée, clairement. La trêve respectée, les otages libérés. Même 11 otages de plus que prévu, parce qu'en effet, si on ne connaît pas leur nom et leur prénom, 10 Thaïlandais et un Philippin, c'est bien évidemment à saluer. Il y a donc 24 otages libérés et non pas seulement 13. Et Joe Biden, qui a vraiment beaucoup œuvré. Il a eu quasiment Benjamin Netanyahou tous les jours au téléphone. Il a parlé aux responsables du Qatar. Il s'est beaucoup investi dans cette opération. Et là, ce soir, au-delà de la déception de ne pas avoir de ressortissants américains, c'est la réussite de cette négociation qui a duré durant des semaines, et ce sont les premiers otages libérés. Donc c'est un peu normal que le président américain s'exprime, avec les risques soulignés par Pierre Servan concernant Joe Biden, mais c'est l'Amérique. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est en campagne présidentielle, quasiment aux États-Unis, et que le Proche-Orient est le dossier du moment. L'Ukraine a complètement disparu, enfin pas complètement, mais beaucoup disparu, et c'est le sujet important concernant l'étranger pour les États-Unis. Donc Joe Biden va saluer ce moment-là. Oui. Et j'ajouterais, Catherine a presque tout dit, mais qu'il y a aussi chez lui l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme qui, je pense qu'il est d'abord sincèrement en empathie avec... il est touché par le calvaire que sont en train de vivre toutes ces familles. Et donc, je crois qu'il veut aussi leur dire je suis en empathie avec vous, je travaille pour toutes ces otages, et notamment, bien sûr, les otages américains. Et c'est aujourd'hui que les yeux du monde sont tournés sur la libération des otages, pas nécessairement demain ou après-demain, et il peut dire sans moi, rien n'aurait été possible. Et rappelons que c'est la première journée où le sang ne coule pas, ou en tout cas pas dans les proportions que l'on a connues ces derniers temps. Première journée de trêve, libération de ces 24 otages, libération de 29 prisonniers côté palestinien. Évidemment, Darius Rochebin va revenir là-dessus dans quelques minutes